Vous aussi, vous aviez remarqué l'apparition de ce personnage? Si, au fond, là, dans l'obscurité derrière Zoro. Non? Ok, laissez-moi tout vous raconter alors. Et oui les amis, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, mais aujourd'hui nous allons parler du live action One Piece et je vais vous donner 20 anecdotes sur cette série. Et attention, je parle bien du live action et non pas du manga / animé, tout simplement parce qu'il y a déjà énormément de chaînes YouTube qui en parlent déjà et qui sont en plus de ça spécialisées sur le sujet. Sachant qu'en plus de ça, pour ma part, je n'ai pas encore regardé One Piece, j'en suis qu'au tout début de l'animé, donc je ne me sens en aucun cas légitime de pouvoir vous donner des anecdotes sur l'animé, donc je vais tout simplement rester dans des choses que je connais et on va simplement parler du live action. Alors bien évidemment vous vous en doutez, mais si on parle du live action on va forcément parler un petit peu de l'animé, mais ça restera sur certains détails en lien avec la série Netflix. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite tout d'abord à liker la vidéo en masse et à vous abonner si vous êtes nouveau et que vous ne connaissez pas ma chaîne. Je parle surtout de séries sur la chaîne, donc si c'est un domaine qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à aller faire un petit tour sur mes autres vidéos. Je vous invite également à venir me suivre sur Instagram et TikTok étant donné que je poste du contenu assez régulièrement sur ces deux autres plateformes. Tout d'abord, il faut savoir que le live action a été annoncé pour la toute première fois en 2017 et ce n'est qu'en 2020 que Eiichiro Oda annonce officiellement le lancement de la série. Le live action a d'ailleurs été développé par Matt Owens et Steven Maeda et il a évidemment été coproduit par Oda lui-même. Pour ce qui est de la bande-son du live action, on a droit à Sonia Belousova et Giona Ostinelli qui travaillent donc sur les épisodes du live action. Le début du tournage de la saison 1 a eu lieu le 30 janvier 2022 et a pris fin le 25 août de la même année. C'est d'ailleurs Taz Skylar, celui qui interprète le rôle de Sanji, qui a annoncé la fin du tournage sur son Twitter. Il faut savoir que le live action a demandé énormément de préparation, que ce soit au niveau des scénaristes, de la production ou des acteurs. D'ailleurs, Taz Skylar, celui qui interprète donc le rôle de Sanji, a expliqué dans une interview comment il a dû se préparer pour son personnage et surtout de à quel point ça a été une épreuve pour lui d'incarner Sanji. Vous savez, dans les films en prise de vue réelle, certaines choses peuvent être délibérées, d'autres accidentelles. Lorsqu'il s'agit d'un dessin, tout est fait exprès. Et étant donné que son personnage utilise uniquement ses jambes pour se battre de peur de ne plus cuisiner, l'acteur a évoqué le fait que son entraînement a été encore plus difficile que pour les autres. En effet, il a expliqué, tous les autres personnages ont un objet externe avec lequel ils ont dû s'entraîner. Cela ne diminue en rien le processus d'apprentissage d'un métier. Cependant, dans mon cas, je ne pouvais pas apprendre à utiliser l'objet avant qu'il ne devienne utilisable. Comprendre les mécanismes d'un coup de pied, par exemple, ne compte pas tant que l'on ne peut pas atteindre la cible. De plus, il a également dû apprendre l'art de la cuisine, étant donné que son personnage passe son temps à cuisiner. La formation a commencé par 1 heure par jour et s'est progressivement étendue à 2, 4, 6 et finalement 8 heures par jour. Je n'ai jamais perdu la boule comme je l'ai fait sur ce projet, je n'ai jamais autant travaillé pour quoi que ce soit dans toute ma vie. Du coup, vous l'aurez compris, mais l'acteur a réalisé lui-même ses propres kicks à l'écran. Il n'y a donc pas eu d'effets spéciaux pour le coup. Beaucoup des fans attendent un renouvellement de la part de Netflix pour une saison 2. Le souci ici n'étant pas de savoir si la série a fait assez d'audience pour être renouvelée, mais la problématique vient plutôt du budget. Parce que pour ceux qui ne savent pas, la série a eu un coût monumental étant donné qu'elle a coûté plus de 144 millions de dollars, dont 18 millions par épisode, ce qui est juste énorme. D'où la réticence de la part de Netflix d'annoncer aussitôt un renouvellement. Je pense qu'ils attendent vraiment de voir plusieurs mois au niveau des audiences et de la hype que va avoir la série avant de se prononcer. Mais pour ceux qui connaissent l'anime, vous avez dû le remarquer, mais on a une scène post-crédit à la fin de l'épisode 8 où on voit apparaître un personnage qui est iconique pour l'animé, dont je parlerai un peu plus tard dans cette vidéo. Tout ça pour dire que Netflix avait quand même prévu de faire une saison 2 avant même que la saison 1 ne sorte. On attend juste maintenant une confirmation de leur part. Et du coup, pour continuer dans la lancée de la saison 2, selon certains fans, on pourrait avoir de nouveaux personnages qui arriveraient dans cette saison-là, notamment les personnages de Vivi, Robin, Chopper, Crocodile ou encore le fameux Smoker que l'on voit apparaître dans cette fameuse scène post-crédit de l'épisode 8. Plusieurs easter eggs plus ou moins cachés dans le live action font leur apparition en référence à l'œuvre de Eiichiro Oda.
notamment avec le personnage de Chouchou pour ceux qui s'en souviennent, qui apparaît au début de l'animé et qui malheureusement n'aura pas donc son histoire racontée dans le live action, mais ils ont quand même voulu faire une petite référence à ce personnage en le mettant à l'écran à la fin de l'épisode 2. Évidemment, on retrouve l'étendard pirate dessiné par Luffy, c'est pour ça que je parlais de plus ou moins caché, parce que pour le coup là c'est absolument pas caché. En effet, le dessin de l'étendard a été repris exactement comme celui du manga dessiné par Oda lui-même. Ensuite, un autre détail un petit peu plus caché, mais le baril où se cache Luffy dans le début du live action est une référence directe au personnage de Gyoru. Alors, je m'excuse par avance de la prononciation que je donnerai à certains des noms, étant donné que je ne les connais pas tous encore. Pour ce qui est de ce personnage-là, il apparaît très brièvement au début de l'animé et c'est vraiment un personnage très secondaire. Mais ils ont quand même voulu mettre une petite référence au personnage. Ensuite, on retrouve bien évidemment l'oiseau que tente de recruter Luffy dans son équipage, le Martin Facteur, mais également au niveau de l'avis de recherche de Luffy que l'on voit apparaître dans le tout dernier épisode de la saison 1, un entrefilet qui évoque l'armée révolutionnaire, une section rebelle qui sera amenée à avoir un grand rôle dans l'animé, et donc sûrement dans la suite du live action. Plusieurs personnages emblématiques de l'animé apparaissent non pas en tant que personnages, mais uniquement sur les avis de recherche dans le live action. C'est notamment le cas de Django l'hypnotiseur, du renard argenté Foxy, ou encore de Cavendish. Eh bien, il faut savoir que les personnes qui apparaissent sur les affiches de recherche sont en réalité les membres de l'équipe de tournage qui ont simplement posé pour les photos. Donc clairement, ne vous attendez pas à voir les mêmes visages apparaître dans la saison 2 ou la saison 3, étant donné que cette fois-ci ils casteront de vrais acteurs. Est-ce que vous connaissez Pandaman? Je sais que les fans de One Piece le connaissent, les autres, je suis pas sûre. Pour ceux qui ne connaissent pas, Pandaman c'est un personnage, si on peut dire ça comme ça, qui est en réalité un running gag que Oda a mis en place toutes ces années. En fait, le mangaka s'amusait tout simplement à placer ce personnage dans des scènes qui n'ont rien à voir et surtout de manière totalement aléatoire. C'est comme un figurant qui apparaît sorti de nulle part à chaque fois. Eh bien, il faut savoir que Pandaman apparaît dans le live action de Netflix. En effet, dans l'épisode 4, dans la fameuse scène où Zoro essaye de sortir d'un puits et où on revoit un petit peu les flashbacks de son passé, on peut voir Pandaman apparaître dans le fond, tout là-bas, dans l'obscurité, vraiment très très rapidement, et il faut vraiment se concentrer pour pouvoir le voir. Mais j'ai trouvé que c'était assez chouette de mettre ce running gag même dans le live action, donc je me devais de vous en parler. Le live action de One Piece montre plusieurs changements par rapport au manga de base, notamment sur un point particulier, la romance. Et évidemment, on pouvait s'en douter, mais qui dit Netflix dit rajouter de la romance, même si de base, il y en a pas. Du coup, d'un commun accord, Netflix et Eiichiro Oda ont trouvé un moyen de mettre de la romance dans le live action sans que ça entrave l'histoire de base du manga. Dans le manga, Kaya entretient une relation assez spéciale avec le personnage de Usopp, mais ça reste très très flou et on voit jamais de réelle histoire d'amour, en tout cas pas dans le manga. Et bien dans le live action, c'est chose faite étant donné qu'ils ont décidé de mettre une romance entre Kaya et Usopp pour un court instant, étant donné que juste après le personnage d'Usopp s'en va avec Luffy et devient membre de son équipage. Et d'ailleurs, en parlant de romance, il faut savoir que Eiichiro Oda a imposé à Netflix le fait qu'il ne voulait absolument pas qu'il y ait des histoires d'amour entre les membres de l'équipage. Donc pour tous ceux qui shippaient Nami et Zoro ensemble par exemple, parce que j'ai vu beaucoup de ships sur ces deux-là depuis le live action, eh bien vous pouvez tout de suite oublier, il n'y aura pas d'histoire d'amour entre les deux. Ce qui reste quand même totalement logique, étant donné que dans l'animé, il n'y a pas d'histoire d'amour à ce niveau-là et il n'y en aura jamais. Par contre, personnellement, j'ai très hâte de voir l'amitié entre les différents membres de l'équipage dans le live action, parce que je pense que ce sera ultra intéressant de voir la manière dont ils vont mettre ça en place. Parmi les acteurs qui reprennent les personnages iconiques de l'animé One Piece, on retrouve Zoro, interprété par Makenyu Maeda, qui est le fils du célèbre acteur japonais Sony Shiba, qui a notamment été connu pour son rôle dans Kill Bill par exemple. Eh bien, il faut savoir que Makenyu assure la grande majorité de ses cascades lui-même, un peu comme Taz au final. Sa performance dans le live action a d'ailleurs été qualifiée de remarquable grâce à sa maîtrise des arts martiaux et du karaté qu'il pratique depuis qu'il est tout petit. Depuis plus de 25 ans, le manga de Eiichiro Oda suscite énormément de théories, dont une en particulier qui pourrait avoir été
est dans un sens confirmé dans le live action, ou du moins qui pourrait l'être à l'avenir. En effet, l'une de ces folles théories qui existent dans le monde de One Piece serait que le personnage iconique de Crocodile, que l'on n'a pas encore vu dans la saison 1 mais qu'on pourrait voir dans la saison 2, aurait été tout simplement une femme par le passé, et donc que son personnage serait un personnage transgenre, et que tout ça serait dû à un secret qu'il aurait avec le personnage de Ivankov, mais je ne vais pas m'aventurer là-dedans étant donné que je n'y connais rien. Et bien dans le live action, lors de la toute première scène du premier épisode, quand on voit le personnage de Roger se faire exécuter, on a une vision un petit peu de la foule et des personnes qui se trouvent dans la foule, et on peut voir notamment le personnage de Shanks jeune ou encore de Mihawk jeune, et entre tous ces personnages on voit un personnage qui ressemblerait fortement à Crocodile, sauf que dans le live action il s'agit d'une femme. Mais pour le moment il ne s'agit que de suppositions, on ne peut pas savoir tant que rien n'a été dit au niveau de la saison 2. Donc on en saura plus quand la saison 2 sera sortie sur Netflix. Lors de la promotion du live action, les acteurs ont dû poser pour des photos et les fans ont remarqué une référence à l'un des mangas de Eiichiro Oda, étant donné que les acteurs ont posé exactement de la même manière que pour la couverture du tome 11. Je trouvais l'anecdote assez chouette, donc je vous la donne. Steven Maeda, le producteur de la série, a expliqué qu'il avait dû faire des concessions et qu'il avait dû réfléchir à ce qu'il gardait et ce qu'il retirait entre guillemets de l'animé pour pouvoir faire un live action le mieux possible. Et surtout, il devait savoir sur quelle histoire faire l'impasse pour mettre en lumière d'autres histoires. Étant donné qu'il faut pas oublier quand même, mais One Piece c'est une histoire qui est très très longue avec énormément d'histoires et énormément d'arcs différents. Il a expliqué d'ailleurs que l'un des plus grands défis pour ce live action c'était de pouvoir rendre les épisodes digestes pour le public en présentant des événements qui se déroulent sur environ les 100 premiers épisodes, mais en reprenant également des éléments des chapitres suivants afin de faire dérouler l'intrigue d'une bonne manière. C'est donc pour ça que dans le live action, on retrouve la marine qui poursuit l'équipage de Luffy assez rapidement dans l'histoire, alors que dans l'animé, ça arrive bien plus tard. Steven a d'ailleurs expliqué, ce choix a été fait afin de maintenir cette saison sous la barre des 100 chapitres, parce que c'est tellement large et tentaculaire. Il y a tellement de directions à prendre et aucun des lieux ne se répète vraiment, ce qui en fait un défi de production énorme, parce qu'ils se rendent à des endroits différents presque à chaque épisode. Je crois que le manga en est à 1089 chapitres maintenant et n'est toujours pas fini. La première saison est juste un enchaînement de lieux et d'antagonistes merveilleux, inventifs et uniques. Tout ça n'aurait pas tenu au sein des 8 épisodes. Il devait y avoir l'idée qu'un méchant était l'un des principaux moteurs de cette saison. C'est donc pour cela que le personnage de Garp est autant présent dans cette saison 1, alors que dans le manga, son personnage apparaît bien plus tard. D'ailleurs, il faut savoir que la révélation sur son lien qu'il a avec Luffy est présente mais bien plus tard dans le manga comparé au live action où on le sait quasi immédiatement. L'apparition du personnage de Buggy a fait énormément parler sur les réseaux sociaux et a plu à beaucoup des spectateurs. Le réalisateur Mark Jobst a expliqué d'ailleurs dans une interview que là aussi il y a eu énormément de changements qui ont été apportés à son personnage et son arrivée dans l'histoire. Il a expliqué dans une interview, si c'est trop sombre alors ce n'est pas One Piece et si c'est simplement drôle et décalé alors on perd toute la profondeur de One Piece. Si l'on propose assez de légèreté, alors on peut également se permettre d'ajouter de la noirceur. Et c'est parce que nous avons Luffy pour assurer toute la légèreté dont nous pourrions avoir besoin, que nous avons donc pu nous permettre de faire un Buggy un peu plus sombre que dans le manga. Le défi principal était de faire à la fois honneur à sa personnalité de clown, sans pour autant oublier qu'il représente une réelle menace en raison du fruit du démon qu'il a mangé. D'ailleurs, petite anecdote bonus, mais lors de cette première saison, on a uniquement Luffy et Buggy qui ont tous les deux mangé les fruits du démon. Mais vous verrez plus tard qu'il y en a beaucoup plus. Entre 2021 et 2022, Inaki Godai, donc celui qui interprète le rôle de Luffy, a interprété 2 petits rôles dans des séries Netflix, donc dans Qui a tué Sarah et dans The Imperfect. Mais en dehors de ça, il faut savoir que Luffy est en réalité son tout premier rôle en tant qu'acteur. Il faut savoir d'ailleurs que c'est Oda lui-même qui a choisi Inaki pour interpréter le rôle de Luffy, étant donné qu'au moment de regarder les auditions, quand il a vu apparaître Inaki, il a directement su qu'il tenait enfin le bon acteur pour son personnage. D'ailleurs, en parlant de Inaki Godai, lors d'une interview, celui-ci est revenu sur sa manière d'interpréter le rôle de Luffy et a dit dans une interview « Luffy ne parle pas trop, il écoute beaucoup. Pour moi, c'était comme si Luffy était un rêveur optimiste qui se souciait de ses amis et qui ferait tout pour réaliser ses rêves. Comprendre cela a été un facteur clé pour moi pour jouer ce personnage. » D'ailleurs, je trouve ça très mignon, mais il faut savoir que l'acteur gardait un journal avec lui lors du tournage
pour noter tous les petits détails concernant son personnage et les autres personnages pour pouvoir incarner au mieux Luffy à l'écran. Il a d'ailleurs expliqué dans une interview qu'il a passé des heures entières à essayer d'avoir la meilleure gestuelle possible pour ressembler le plus possible au personnage de Luffy, notamment pour les phases de combat. Il a expliqué: quand Luffy donne un coup de poing et qu'il revient, il met toujours sa main sur son avant-bras, donc c'est quelque chose que je peux traduire en live action, pas de problème. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, Inaki ne connaissait pas One Piece avant d'intégrer le tournage, étant donné qu'il n'avait jamais lu ou regardé l'anime. Du coup, il a tenu à tout regarder avant même le début du tournage de la série. Lors de la sortie de la bande-annonce du live action, il faut savoir que les fans ont remarqué une petite erreur qui s'est glissée dans la bande-annonce de la part de Netflix lors de la post-production. En effet, après le gobelet qu'on a pu voir dans Game of Thrones, on se retrouve avec une figurante qui portait une Apple Watch au poignet pendant qu'elle tournait. Lors du tournage de la série, il faut savoir que les acteurs étaient accompagnés quasi en permanence par Eiichiro Oda, qui s'assurait tout simplement du bon déroulement des scènes. Et Mackenyu, celui qui interprète le rôle de Zoro, a expliqué dans une interview comment ça se passait avec Oda sur place. Tout ce que souhaitait Oda Sensei pour la série et ce que les fans souhaitent. Je suis sûre qu'ils seront heureux, nous avons que 8 heures dans la série, il y aura des changements mais ils sont nécessaires. Nous sommes très heureux de cela, il est comme notre père. Le personnage de Sanji est et sera, dans la suite de la série, s'il y a une suite, censuré par Netflix. En effet, pour ceux qui connaissent l'anime, vous le savez, mais le personnage de Sanji est un personnage qui aime beaucoup les femmes et qui aime beaucoup draguer les femmes, à la limite d'être un petit peu forceur. Il est littéralement représenté comme un pervers, sauf que en version animée, ça passe assez bien au vu de comment est représenté le personnage. Dans un live action, c'est pas totalement la même chose. Du coup, Matt Owen a expliqué dans une interview qu'ils allaient un peu plus doser au niveau du personnage de Sanji pour éviter qu'il soit trop borderline. Il a expliqué: il adore les femmes, il est toujours en train de flirter, mais forcément ses yeux ne se transforment pas en cœur à l'écran, mais surtout il n'est pas autant un simp. On ne peut perdre cette partie de lui, mais elle est plus allégée. Donc rassurez-vous, on aura toujours le Sanji dragueur, mais ce sera un peu moins forceur sur les bords. Durant différentes interviews concernant le live action et de la préparation de la série par Netflix, il faut savoir que lorsqu'on a demandé à Oda quel film l'avait inspiré pour faire le live action, eh bien ce dernier a mentionné Shaolin Soccer. D'ailleurs, Eiichiro Oda a qualifié ce film d'essentiel pour le live action étant donné qu'il s'en est beaucoup inspiré. Il avait d'ailleurs expliqué: quand j'ai commencé One Piece, je ne pensais pas qu'il était utile de dessiner un manga qui pourrait être refait en live action. Mais quand j'ai vu le film Shaolin Soccer, c'était comme si un monde différent du manga prenait vie. J'ai changé d'avis. J'ai réalisé que les temps avaient changé et qu'il existait une technologie disponible qui pourrait donner vie à un One Piece en direct. Dès que je l'ai vu, j'ai souhaité trouver le bon partenaire pour donner vie au manga. Donc clairement, on peut dire que c'est grâce à ce film-là si on a un live action aujourd'hui. Et pour finir, il faut savoir que pour choisir la meilleure actrice qui interpréterait le rôle de Nami, le réalisateur Mark Jobs s'est mis en tête qu'il fallait absolument qu'il trouve la perle rare pour l'incarner. Il a d'ailleurs expliqué dans une interview: Emily travaille dans l'instant. Je n'ai jamais eu l'impression qu'elle amenait plus. Elle était toujours à l'écoute et réactive sans dire: oh, je ne crois pas que Luffy ferait ça ou que Sanji ne ferait pas ça. Elle était présente et vivante, donc je ne sais pas si elle avait préparé ses scènes. Si elle a utilisé ses connaissances de One Piece dans sa préparation, je n'ai jamais senti que cela posait problème sur le tournage. Vous savez, en travaillant avec Henry Cavill sur The Witcher, c'est un grand fan de la franchise, il joue au jeu et tout ça. Les grands acteurs laissent tout ça enrichir leur interprétation, mais ça ne prend pas le dessus. L'autre chose charmante à propos d'Emily, c'est qu'elle est belle, évidemment, comme Nami, mais elle a aussi beaucoup de profondeur. Nous ne voulions pas que des gens beaux, nous ne cherchons pas ça, nous voulons de belles âmes. Encore une fois, ça ne s'improvise pas, l'écran sait quand c'est le cas, la caméra trouve ça en vous si c'est présent. Avec tous ces acteurs que nous avons choisis, j'ai senti ce charisme. Avec Nami, c'était imposant. Encore une fois, vous choisissez quelqu'un qui a de la profondeur et de l'âme pour que le personnage ne soit pas plat. Je crois que ça a été le 20 faits le plus long que j'ai dû faire sur cette chaîne, mais en tout cas j'espère que ça vous a plu et j'espère que je vous ai appris certaines choses sur le live action. Bien évidemment, la série est sortie il y a à peine une semaine, donc on risque d'avoir de plus en plus d'infos sur le live action et sur la suite, donc il y a grandement moyen qu'une partie 2 puisse un jour voir le jour, pourquoi pas lors de la sortie de la saison 2 pour qu'on ait encore plus de contenu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me le dire et surtout à me commenter tout ça en me disant quelles anecdotes vous connaissiez déjà et quelles anecdotes vous ne connaissiez pas, et si bien évidemment vous avez d'autres anecdotes à donner, eh bien n'hésitez pas à le faire en commentaire. Pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ooh, I thought